Ah, l'Empire romain, ce grand empire qui avait conquis toute la Méditerranée. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo d'histoire, je pense qu'il faut que je m'y remette. Dans cette vidéo, je vais prendre une carte de la Méditerranée et voir les différentes étapes qui ont permis l'évolution de Rome, de sa fondation à sa chute. Le but de cette vidéo est d'être bref et de comprendre le plus rapidement possible toutes les grandes lignes de cet empire. Eh bien, c'est parti! Officiellement, Rome est fondée en 753 avant Jésus-Christ. Cette fondation est évidemment légendaire. On n'a aucune idée de l'année de la véritable fondation de Rome. Cependant, je prendrai cette année comme référence que j'afficherai dans le coin. Vous aurez donc deux repères chronologiques. En moins 753, Rome est fondée, c'est un petit royaume composé d'une seule ville, et en moins 509, la monarchie tombe pour laisser place à la République. J'ai fait un grand bond dans l'histoire car, premièrement, Rome ne s'est pas étendue en territoire, et deuxièmement, tout ce qu'on sait est légendaire. Chapitre 1. Conquête de l'Italie. On va rester dans le Latium pour le moment. Rome, avec l'aide d'autres cités, fonde la Ligue latine. C'est une confédération de plusieurs cités pour s'entraider. Rome est à la limite entre le monde latin et le monde étrusque. En 396, Rome prend la cité étrusque de Véies. C'est une première conquête. De l'autre côté, la Ligue latine fait la guerre au peuple plus au sud. En 390, Rome aurait subi un sac, le sac de Rome, à cause des invasions gauloises. Puis en 343 avant Jésus-Christ, Rome, une fois bien unifiée avec son territoire latin, commence à attaquer vers le sud. C'est la première guerre samnite. Rome gagne. En 340, c'est le début de la guerre latine. Les autres cités latines luttent contre l'influence de Rome dans le monde latin. Rome gagne à nouveau, c'est une puissance régionale. Les Samnites ont peur et créent une confédération pour lutter contre l'expansion romaine. C'est la deuxième guerre samnite, en 327. Elle se termine en 304. Rome gagne, mais sans gagner territoire. Il y a une trêve. En moins 298, la guerre est relancée, donc c'est la troisième guerre samnite. Rome gagne largement. À ce moment-là, Rome possède une bonne partie du centre de la péninsule italique. Même Naples est conquise. La voie appienne est construite entre Rome et Capoue. C'est la première voie romaine. Mais Rome va tenter de conquérir vers le sud. Mais là, il va rencontrer un ennemi de taille, les Grecs. En effet, les Grecs ont colonisé le sud de l'Italie. En moins 280, Rome rencontre les cités grecques. C'est le début de la guerre de Pyrrhus en Italie. Elle commence avec la bataille d'Héraclée. Le grec Pyrrhus gagne et c'est de cette bataille que vient l'expression « victoire à la Pyrrhus ». Une victoire, mais avec beaucoup de pertes. Pyrrhus enchaînera les pertes militaires pour gagner des batailles qui ne lui rapportent pas grand-chose. En moins 275, avec la bataille de Bénévent, Rome gagne contre les Grecs, Pyrrhus se retire, Rome prend le reste de l'Italie du Sud. Les Étrusques avaient tenté aussi de s'en prendre à Rome, ils sont définitivement conquis en moins 264, Rome va jusqu'à la fin de la péninsule, et voilà, en moins 264, on peut dire que se termine la conquête romaine de l'Italie. Mais Rome va aller encore plus loin. On va voir ça de suite dans le chapitre suivant. Chapitre 2, les guerres puniques. Les guerres puniques sont très importantes dans l'histoire romaine. Elles commencent dès moins 264. Rome n'a pas perdu de temps. La Sicile, la Sardaigne et la Corse sont trois colonies insulaires qui appartiennent à Carthage, elles-mêmes situées en Afrique. Les Carthaginois sont un peuple phénicien, les Phéniciens sont originaires du Liban actuel. Dans le précédent chapitre, Rome n'était qu'une petite ville au début. Mais à la fin, elle était devenue une cité très importante dans la Méditerranée. Les deux empires doivent se répartir les aires d'influence. C'est en tentant de prendre la ville de Messine, pour dominer le détroit, que Rome doit faire face à Carthage. C'est le début de la première guerre punique, en moins 264. Rome prend toute la Sicile en une dizaine d'années, Carthage est endettée, Syracuse, qui était une cité grecque, reste une cité grecque indépendante. En moins 241, la guerre se termine. Rome a tout de même perdu beaucoup d'argent avec cette guerre. Elle met en place l'esclavagisme. La Sicile sera une très bonne terre agricole pour Rome. Carthage va mal après cette grosse défaite, et des révoltes ont lieu sur son territoire et ses colonies. Rome en profite pour annexer la Sardaigne à partir de moins 238, puis la Corse. Durant les 20 années qui suivent, Carthage réforme son armée, développe ses colonies dans la péninsule ibérique, puis en moins 218, Hannibal Barca lance une offensive sur Rome en passant par les Alpes. C'est le début de la deuxième guerre punique. Les armées d'Hannibal se débrouillent bien et arrivent jusqu'à Capoue. Ensuite, elles restent un peu coincées et ne peuvent plus se développer. Rome lance ensuite deux offensives, une vers la péninsule ibérique, une autre directement vers Carthage. En moins 202, la guerre se termine et Rome est à nouveau victorieuse avec la bataille de Zama, non loin de Carthage. Scipion l'Africain est le général romain qui devient le héros de cette bataille.
L'Ibérie devient romaine, c'est encore un nouveau territoire agricole, et la Numidie devient un allié romain. Carthage doit se contenter de son petit morceau d'Afrique. Chapitre 3. Les guerres macédoniennes. Carthage avait tenté de faire une alliance avec la Macédoine. La Macédoine, c'est un petit royaume résidu du grand empire macédonien fondé par Alexandre le Grand, un siècle plus tôt. La première guerre macédonienne a lieu entre -214 et 205. Rome avait tenté une conquête de l'Illyrie, mais ne peut pas se le permettre car trop concentré à faire la guerre aux Carthaginois. Rome perd cette première guerre macédonienne. Mais la petite Macédoine, elle n'est plus si petite en -200. Elle annexe les autres États grecs, fait des alliances, puis envahit l'île de Rhodes, qui appelle Rome à l'aide. Rome intervient et gagne la guerre. Elle impose un traité de paix et récupère quelques terres en Illyrie. La Macédoine est donc une simple alliée de Rome, tout comme la cité de Pergame, une cité grecque. Mais cette dernière est attaquée par l'Empire séleucide en -292 et Rome doit intervenir. Elle gagne en -188. La Macédoine est contente de l'affaiblissement de l'Empire séleucide grâce à l'intervention romaine. Elle se dit qu'elle pourrait retrouver son influence, voire attaquer l'Empire séleucide. Rome intervient en -172 pour arrêter les ambitions macédoniennes. C'est la troisième guerre macédonienne qui se termine en -168 avec la victoire de Rome, encore une fois. La Macédoine est divisée en plusieurs petits États grecs sous influence romaine. Quand vers -150, un roi grec arrive à unifier les petits États pour tenter de recréer la Macédoine, Rome intervient et annexe définitivement les territoires grecs. C'est la quatrième guerre macédonienne entre -150 et -148, puis en -146, la Macédoine devient romaine. Entre-temps, Rome avait lancé une guerre contre Carthage en -149, encore eux. Carthage avait tenté d'envahir la Numidie. Rome intervient, gagne la guerre en -146 et annexe définitivement Carthage en tant que province d'Afrique. Le IIe siècle avant Jésus-Christ, c'est aussi l'occasion pour Rome de consolider sa présence dans la péninsule ibérique. Avec la guerre de Numance, entre -155 et -133, Rome termine de conquérir toute la péninsule. Ces nouveaux territoires vont être utilisés au maximum pour leurs ressources agricoles, minières, mais aussi esclavagistes. Beaucoup d'esclaves sont envoyés en Sicile pour l'agriculture. Chapitre 4. Guerre servile. L'esclavage, qui existe depuis bien longtemps sous forme d'esclavage familial, a été métamorphosé à l'époque romaine. La République romaine en a fait un énorme commerce. En -140, en Sicile, a lieu la première révolte d'esclaves. C'est la première guerre servile qui se termine en -132, quand les Romains arrivent à mater la révolte. En -133, Pergame et ses territoires sont intégrés à Rome. En -112, il y a un problème de succession en Numidie, pays allié de Rome. Rome intervient en Numidie, et en même temps, il y a des invasions barbares. C'est la guerre des Cimbres. C'est là qu'intervient un premier personnage important de la République, Caius Marius. Vous allez voir que plusieurs personnages importants vont s'enchaîner dans l'histoire républicaine. Marius intervient en Numidie dans la guerre de Jugurtha. Il gagne en -105, ensuite il intervient au nord pour combattre les Cimbres, il gagne en -101. Marius devient le premier des grands généraux romains. Mais dans ce contexte de double guerre, une autre se profile. C'est la deuxième guerre servile qui commence en -104. Révolte qui se termine en -101, une fois que la guerre des Cimbres est terminée. D'ailleurs, ça permet à Rome d'obtenir le littoral méditerranéen entre l'Italie et l'Hispanie. Regardons un peu ce que va devenir ce Marius. Il s'est fait une grande renommée, son principal lieutenant est Sylla. Plus jeune que lui de 20 ans, Sylla réalise lui aussi de grands exploits pendant les mêmes guerres. En -96, le Cyrénaïque intègre Rome. Ça commence à faire beaucoup de territoires qui appartiennent à Rome. Mais la plupart ne sont que de simples provinces. Et seuls les Romains, de Rome, ont droit à la citoyenneté dans cette république. Et si Rome est puissante, c'est grâce à ces provinces qui apportent armées et ressources, en particulier la péninsule italienne. Il y a donc un débat pour savoir si, oui ou non, il faut donner la citoyenneté aux Italiens. Tout ça va se terminer en guerre, c'est la guerre sociale qui commence en -90. Rome doit combattre la Ligue italique, Marius, qui commence à être vieux, et son ancien lieutenant devenu général Sylla, mènent la guerre contre la Ligue italique. C'est Sylla qui gagne en popularité par ses exploits. Cette guerre se gagne en donnant la citoyenneté à ceux qui arrêtent de se rebeller contre Rome. Marius et Sylla vont commencer à se détester. Ils se détestent pour des raisons personnelles, mais aussi politiques, car appartenant à des factions différentes. Ils vont lancer leur armée l'une contre l'autre, c'est la guerre civile. J'entre pas plus dans les détails, Sylla a 50 ans, Marius 69 ans, Sylla gagne en 87 et Marius est contraint à l'exil. En -83 a lieu une deuxième guerre civile contre Sylla, mais avec les armées du fils de Marius, dit Marius le Jeune. Là encore, Sylla gagne avec l'aide de ses précieux alliés, parmi eux le jeune Pompée.
Bref, Sylla devient dictateur à vie de Rome. Entre-temps, il y a eu d'autres guerres, notamment vers l'Est, permettant de récupérer l'Anatolie vers 70. Puis ensuite, il y a l'Hispanie qui se rebelle avec l'aide de Promarius. Sylla y envoie le jeune Pompée, qui gagne la guerre. Mais Rome est dans une situation vraiment instable, surtout après la mort de Sylla, et en moins 73 éclate la troisième guerre servile. Elle est menée par le célèbre Spartacus. Pompée intervient en tant que général, mais c'est le cas aussi de Crassus, un autre général. La révolte est arrêtée en moins 71, surtout grâce à Crassus. Pompée et Crassus deviennent consuls de Rome l'année suivante, grâce à leurs exploits, l'an 70. Chapitre 5. Guerre civile. Avec Sylla qui devient dictateur après une guerre civile, on comprend que la République romaine est de moins en moins stable. Pompée était devenu consul à seulement 36 ans. Il est donc jeune et plein d'avenir. Il mène d'autres guerres en Orient pour récupérer des territoires du Pont. Mais aussi Jérusalem. Pompée et Crassus sont très populaires. Pompée a mené d'autres guerres, surtout contre la piraterie. Il est devenu très populaire avec ça. Crassus, lui, s'est terriblement enrichi. C'est l'homme le plus riche du pays. Mais les deux sont rivaux, un peu comme Marius et Sylla. Ils cherchent à trouver des arrangements avec un jeune avocat. En moins 60, les trois hommes font un pacte. C'est le triumvirat, pour faire élire le jeune avocat consul en moins 59, et ça marche. Ce dernier, c'est le bien connu Jules César. Après son année de consul, Jules César obtient la gestion d'une province, la Gaule cisalpine. César est ambitieux, il veut faire de nouvelles conquêtes pour Rome. Entre moins 58 et moins 50, Jules César mène la guerre des Gaules et obtient de nombreux territoires. En moins 50, César veut rester à Rome avec son armée. Entre-temps, Crassus est mort dans une bataille. En moins 49, César passe le Rubicon, le fleuve qu'il ne doit pas traverser avec son armée. Il le fait quand même. Il sous-entend qu'il compte envahir Rome avec sa propre armée. C'est le début de la guerre civile de César. Pompée intervient de suite, mais c'est César qui gagne en moins 45. Ce dernier est aidé de Marc-Antoine, un jeune maître de cavalerie qui s'était illustré en Gaule. En moins 44, Jules se fait élire dictateur à vie, mais il se fait de suite assassiner. Pompée, lui, meurt pendant la guerre civile. Marc-Antoine tente de maintenir le pouvoir obtenu via César. Mais le fils adoptif et meurtrier de César, Brutus, désire le pouvoir aussi. C'est la guerre civile de Modène. Brutus est tué, Marc-Antoine fait une alliance avec Octavien, un autre fils adoptif de César et Lépide. Mais ça se termine en guerre civile entre Octavien et Marc-Antoine qui veulent tous les deux régner sur Rome. En moins 32 commence la dernière guerre civile de la République romaine. Marc-Antoine s'exile en Égypte et se suicide avec Cléopâtre, son amante. En moins 30, Octavien gagne la guerre civile et annexe par la même occasion l'Égypte. La Numidie avait aussi été annexée, il se proclame pharaon. Octavien change de nom et devient Auguste en moins 27, lorsqu'il met en place un nouveau régime politique, le Principat. Rome reste officiellement une république, mais dans les faits, tous les pouvoirs sont à Auguste. On considère qu'à partir de cette date, la République romaine laisse place à l'Empire romain. Chapitre 6. Empire romain. Une fois qu'Auguste est au pouvoir, Rome connaît une forme de paix. On l'appelle la Pax Romana. Il y a quelques guerres pour consolider les territoires. Il y a des tentatives d'aller en Germanie et en Perse. En 43 après Jésus-Christ, Rome commence à conquérir la Grande-Bretagne. En 106, la Dacie est conquise. À ce moment-là, Trajan est empereur et on peut dire que l'Empire est à son apogée. Lors des guerres parthiques de Trajan, il conquiert brièvement certains territoires. Il y a quand même eu quelques périodes de tension pendant cette paix romaine. Déjà en l'an 69, où 4 empereurs se succèdent, une guerre civile où la dynastie des Flaviens prend le pouvoir. Avant, c'était la dynastie d'Auguste. Puis entre 66 et 73, avec la première guerre judéo-romaine. Ensuite, en 96, c'est la dynastie des Antonins qui prend le pouvoir. En 193, cette dynastie est mise à mal, c'est l'année des 5 empereurs qui se succèdent, et la dynastie des Sévères prend le pouvoir. Au IIIe siècle, c'est le début de ce qu'on appelle les invasions barbares. Ce sont plutôt des migrations de peuples germaniques. On parle même de crise du IIIe siècle. Surtout vers 235, quand la dynastie des Sévères tombe. Ensuite, les dynasties ne se maintiennent pas. On parle d'anarchie militaire, vu que les empereurs se succèdent en provenant des rangs militaires. Entre 253 et 268, cette période d'anarchie militaire laisse place à celle des 30 tyrans, puis laisse place à la période des empereurs illyriens jusqu'en 285. Ça devient de plus en plus compliqué vu que ces derniers empereurs sont de culture grecque pour beaucoup. En 285, l'Empire romain devient une tétrarchie. Il y a 4 chefs d'État dans l'Empire, dont 2 empereurs. Milan devient une des villes impériales. Chacun est chargé de couvrir une zone et de la protéger des invasions barbares. Constantin, un des empereurs en 324, arrive à unifier le pouvoir et supprime la tétrarchie. Il devient l'empereur de tout l'Empire romain et lance une nouvelle dynastie,
les Constantiniens. Constantin Ier, comme on l'appelle ensuite, promulgue de nouvelles lois qui permettent l'essor du christianisme. Cette religion deviendra celle de Rome. Constantin créera une nouvelle capitale à l'est, Constantinople. En 363, c'est la dynastie des Valentiniens qui prend le pouvoir, puis en 379, une nouvelle dynastie prend le pouvoir, les Théodosiens. Avec Théodose Ier, mais à la mort de ce dernier en 395, l'Empire romain ne peut plus rester unifié. Il est ainsi divisé entre ses deux successeurs, Empire d'Occident et Empire d'Orient. Flavius Honorius, le petit frère, prend l'Empire d'Occident en étant à Milan, son grand frère prend Constantinople, c'est la division de l'Empire romain en 395. Chapitre 7. Déclin et chute de l'Empire. Milan était devenue la capitale d'Occident pendant la Tétrarchie en 286. En 401, la capitale est déplacée à Ravenne. En 410, Rome est attaquée par les Visigoths. C'est le sac de Rome. On peut parfois retenir cette date comme le début du Moyen-Âge et la domination des peuples germaniques sur l'Europe. À partir de cette date, l'Empire romain d'Occident perd le contrôle de tous ses territoires. En 455, la dynastie des Théodosiens tombe dans l'Empire d'Occident. L'Empire contrôle surtout la péninsule italienne et plus grand chose ailleurs. On entre dans la période des derniers empereurs. Romulus Augustule est considéré comme le dernier empereur romain d'Occident. Il devient empereur en 475 et meurt en 476. Le mercenaire Odoacre prend le pouvoir ensuite et se proclame patrice d'Italie. Ensuite, c'est une succession de monarques qui s'entretuent et dont l'Empire d'Orient pense encore avoir une certaine influence. De l'autre côté, l'Empire romain d'Orient résiste. Aujourd'hui, on le surnomme Empire byzantin. Il va continuer son expansion avec pour capitale Constantinople et comme principale langue le grec. Après une tentative de récupération des anciens territoires de l'Empire romain, l'Empire byzantin voit sa taille diminuer, se limitant à la Grèce européenne et à l'Anatolie. En 1204, Constantinople est prise lors des croisades, l'Empire disparaît temporairement, l'Empire de Nicée, un vestige qui avait résisté, mène à nouveau une conquête pour récupérer les territoires de l'Anatolie et de Constantinople. L'Empire byzantin se forme à nouveau, mais piétiné petit à petit par les Turcs ottomans, qui l'encerclent. En 1453, les Turcs prennent Constantinople, c'est la fin définitive de l'Empire byzantin et de ce qu'on pouvait encore appeler l'Empire romain. En réalité, l'Empire romain a certes disparu, mais son héritage est gigantesque. Il est à l'origine de la culture occidentale moderne, et cette dernière domine le monde économiquement et culturellement. Je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos jusqu'au bout, j'espère que vous avez une meilleure vision de la chronologie de l'Empire romain. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous, ça permet de soutenir la chaîne. Et je vous dis à la prochaine.